Tu vas au supermarché pour acheter quelques petits articles. La caisse en libre-service va beaucoup plus vite que lorsqu'il faut attendre que les gens déchargent leur énorme caddie. Mais cette voix bruyante qui provient de la machine, qui ne cesse de commander, te coupe l'envie. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu peux l'éteindre. Regarde de plus près l'écran. Tu verras probablement un bouton de volume en bas. Utilise ton doigt pour couper cette pénible voix trop bizarre pour de bon. Toutes les machines ne disposent pas de cette option cachée, mais ça vaut vraiment la peine de vérifier. Normalement, les bouteilles d'huile de tournesol ont un bouchon bizarre à l'intérieur. La plupart des gens enlèvent toute la partie supérieure et la jettent. Mais il y a en fait une meilleure façon de l'utiliser. Retourne la partie détachée vers l'intérieur et mets-la dans le goulot de la bouteille. Cela fera un excellent distributeur et tu ne verseras jamais plus d'huile en trop dans ta salade. Tu prévois un pique-nique avec tes amis dans la nature ? Oublie ton panier repas classique. On a tous eu tort. En fait, ce n'est pas un panier, mais un seau. Oui, il est bien mieux de mettre tes trucs de pique-nique dans plusieurs seaux. Cela permettra de répartir uniformément le poids entre tous les invités. Lorsque tu auras trouvé un endroit agréable pour ton pique-nique et que tu auras sorti toutes tes affaires, retourne les seaux et utilise-les comme tabouret. Lorsque le repas est terminé, place les seaux l'un dans les autres pour gagner de la place pendant le trajet de retour. Tes toasts commencent à brûler, mais tu n'as pas de pince de cuisine sous la main ? Prends 2 fourchettes identiques, mets-les ensemble et attache-les solidement avec un élastique. Et voilà, tes pinces sont prêtes. Tu t'es déjà demandé à quoi servait ce double fond sous le couvercle du Nutella ? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Voici un pot de Nutella tout neuf. Enlevons le cercle blanc du carton, puis décollons le papier d'aluminium. Surprise ! Il devrait y avoir un petit couteau pour couper la feuille d'aluminium dorée. Maintenant, tu sais comment avoir accès à ton péché mignon préféré sans te faire mal aux mains. Ne jette pas le pot en verre une fois que tu as fini de manger du Nutella. Il peut se transformer en porte-bougie ou en lanterne. Lave-le, peins-le à ton goût. Ajoute des décorations ou des lettres. Colle une belle corde autour du bord du pot. Place une bougie ou une guirlande lumineuse à l'intérieur du bocal. Personne ne devinera jamais que c'était un pot de Nutella. Ce sera notre secret. Tu t'es déjà demandé pourquoi les biscuits Ritz ont des dents sur le bord ? Tu peux les utiliser comme couteau pour le fromage et les produits mous similaires comme les concombres, le jambon, etc. Il suffit de faire tourner le cracker comme s'il s'agissait d'un minuscule couteau à pizza et d'appuyer. Maintenant, tous les ingrédients tiennent parfaitement sur ton cracker. Profite de ton snack. Tu as aussi une de ces vieilles plaques de cuisson que tu n'utilises jamais mais que tu hésites encore à jeter. Bonne nouvelle, tu peux la recycler et en faire un magnifique cadre pour une peinture ou une photo. Il y a 2 façons de procéder. Dégraisse la surface de ton plateau et fixe l'image au fond. Dans ce cas, le cadre ira coller vers l'avant. Tu peux aussi retourner le plateau à l'envers et les bords se cacheront à l'arrière. Accroche cette réalisation sur un mur ou pose-la sur une étagère. Et n'hésite pas à utiliser de la peinture pour métal pour donner à ton cadre une couleur qui convienne. Une vieille planche à découper peut faire un excellent cadre pour un miroir. Utilise du scotch double face pour fixer un miroir assorti à la surface de ta planche. Veille à ce que le miroir soit bien collé. Tu peux maintenant l'accrocher au mur à l'aide de la poignée de la planche ou la poser sur une armoire et l'adosser au mur. N'oublie pas de laver et de sécher la planche à découper avant de commencer ce bricolage. On ne veut pas que le miroir ait une odeur de poisson, n'est-ce pas ? Un autre super pouvoir que possède une planche à découper est de garder les fils sans nœuds. Enroule quelques guirlandes lumineuses autour d'une vieille planche à découper en bois et mets-la dans ton placard. Lors des prochaines fêtes de fin d'année, ils seront encore complètement démêlés. Un sèche-cheveux peut faire un excellent mini-aspirateur lorsque tu as besoin de faire un nettoyage d'urgence. Coupe une bouteille en plastique et sèche-la. Mets une couche de tissu sur le ventilateur de ton sèche-cheveux. Place ensuite le ventilateur sur la partie inférieure de la bouteille en plastique. Fixe la bouteille au sèche-cheveux à l'aide d'un sparadrap. Allume-le et hop! Tu es prêt à nettoyer le bazar. Tu peux utiliser une grille de cuisinière à gaz ancienne pour suspendre tes plantes d'intérieur. Fixe-la au mur à l'aide de vis ou de clous. Maintenant, tu es prêt à accrocher des pots de fleurs, des guirlandes électriques et tout autre élément de décoration. Si la couleur de ta grille de cuisinière n'est pas assortie à ton intérieur, tu peux toujours arranger cela en utilisant de la peinture en bombe.
Les baguettes chinoises et les bâtonnets de glace en bois peuvent également se transformer en un magnifique panneau qui décorera ton intérieur. Colle les bords ensemble pour créer une grille. Tu peux aussi composer ton nom ou tout autre mot que tu veux avec les bâtonnets. Enroule ensuite la grille avec les guirlandes lumineuses et profite de ta décoration. Ne jette pas ton papier aluminium froissé, il peut t'aider à illuminer la journée. Fais des boules de papier d'aluminium identiques et colle-les sur un verre, un cadre de miroir ou même un livre, et ta vie deviendra immédiatement plus glamour. Si tu as besoin d'aiguiser tes ciseaux usés, prends du papier d'aluminium et écrase-le en une boule. Affûte les bords des ciseaux directement sur cette boule de papier aluminium. Pour accélérer ton repassage, place des morceaux de papier d'aluminium sous ta planche à repasser, puis remets le revêtement. Le papier d'aluminium réfléchira la chaleur. Le fer à repasser sera plus chaud et fera le travail beaucoup plus rapidement. Si tu as du mal à organiser tous tes bijoux et que tu perds de temps en temps tes articles préférés, utilise une éponge pour les ranger. Il suffit de faire quelques entailles et de placer tes petits trésors à l'intérieur de ces entailles. Ils tiendront fermement dans l'éponge et ne risqueront pas de tomber ou de se mélanger. Tu peux aussi utiliser une éponge pour créer un organisateur pour tes bijoux. Trouve une jolie boîte, découpe ton éponge en morceaux de même taille et place-les à l'intérieur de la boîte. Utilise de la colle ou du scotch pour fixer l'éponge à la boîte et profite de ton nouvel écrin à bijoux. Tu peux facilement faire des fraises fourrées au chocolat à la maison. Prends une seringue en plastique. Remplis-la de pâte de chocolat, enlève les feuilles de la fraise et enfonce la seringue dans le trou d'où sort habituellement le feuillage. Presse le chocolat dans le fruit et c'est prêt. Tu peux utiliser la même technique lorsque tu prépares des éclairs, des pommes ou que tu veux laisser un mot en chocolat sur des crêpes pour surprendre ton conjoint le matin. Les cintres à pantalon en bois avec des pinces métalliques peuvent être pratiques lorsqu'il s'agit de suspendre des rideaux ou une toile de fond pour ta séance de photos. Si tu as besoin de suspendre des rideaux mais que tu n'as pas de crochets spéciaux, fixe plusieurs cintres à pantalon sur toute la longueur des rideaux, puis suspends cette structure à un rebord. En général, lorsque nous hachons des oignons ou de l'ail frais, nos doigts finissent par sentir mauvais pendant un certain temps. Ce n'est plus une fatalité. Il suffit de frotter un peu de citron sur tes mains avant de toucher l'aliment qui sent et elles sentiront les citrons frais une fois que tu auras terminé. Tu peux aussi utiliser un citron vert ou un pamplemousse rouge à la place du citron. Un vieux pot à thé en métal sert comme mini étagère pour les petites choses dans ta cuisine. Mets du scotch double face sur le pot et colle-le dans le coin supérieur de ton armoire. Tu peux utiliser les sacs de chaussures comme sac à linge ou pour ranger les sous-vêtements à part des autres vêtements. Lorsque tu voyages de l'été à l'hiver ou vice-versa, tu vas devoir séparer tes vêtements chauds des tenues estivales. Les sacs à chaussures t'aideront à résoudre ce problème. Sais-tu quel est le troisième objet le plus brillant dans le firmament ? Si tu as répondu la Station Spatiale Internationale, tu as tout juste. Et le plus cool, c'est que l'on peut s'inscrire à un programme spécial qui permet de recevoir un SMS chaque fois que la Station Spatiale Internationale passe au-dessus de notre tête. Et si cela se produit la nuit, on peut même la voir à l'œil nu. Mais il faut faire vite car la station est très rapide. Elle se déplace à une vitesse de plus de 8000 mètres secondes et fait le tour de notre planète toutes les 90 minutes. Si nous bougions à cette vitesse, on pourrait faire l'aller-retour sur la Lune en une journée. Cependant, l'ISS n'est pas l'objet le plus rapide construit par l'homme. Ce titre revient à la Parker Solar Probe, qui voyage autour de Vénus et du Soleil à une vitesse de plus de 692 000 mètres par heure. Les astronautes de l'ISS ont la chance de voir un lever et un coucher de soleil 16 fois par 24 heures. La Station Spatiale Internationale détient tous les autres records. C'est le plus grand objet fabriqué par l'homme dans l'espace. Elle mesure 110 mètres de long d'un bout à l'autre, ce qui correspond à peu près à la longueur d'un terrain de football. Elle pèse également environ 450 tonnes. 8 vaisseaux spatiaux peuvent s'amarrer à l'ISS en même temps. L'espace de travail et de vie de la station est plus grand qu'une maison de 6 chambres. Les astronautes disposent de 6 couchettes, d'une salle de sport, de 2 salles de bain et d'une magnifique baie vitrée offrant une vue à 360 degrés. Imaginons maintenant à quoi ressemblerait notre vie si nous étions astronautes à bord de la Station Spatiale Internationale. Pour commencer, tu pourrais y faire des choses super cool, comme lancer des boomerangs. Un jour, un astronaute a lancé un boomerang à l'intérieur de la Station Spatiale Internationale et celui-ci lui est revenu. Donc souviens-toi que même tant qu'il y a de l'air, même la pesanteur ne t'empêchera pas de t'amuser un peu.
À bord de l'ISS, on n'est jamais gêné par les mauvaises odeurs. Une personne spécialement formée renifle tout ce que les astronautes emportent dans l'espace. C'est pour les protéger des odeurs désagréables. En effet, on ne peut pas vraiment aérer les lieux si on n'aime pas l'odeur qui règne à l'intérieur. C'est pourquoi la NASA est très attentive au type de senteur qu'elle laisse passer. Il faut également se débarrasser de ces vêtements après chaque utilisation. On les jette, on ne les lave pas. Le transport d'une simple charge de 1 kg jusqu'à la Station spatiale internationale coûte plus de 10 000 $. C'est pourquoi il est moins coûteux de jeter ces vêtements lorsqu'ils sont sales que de gaspiller de l'eau pour les laver. Lorsqu'on dort, il faut que l'air circule exceptionnellement bien autour de soi. Sinon, le dioxyde de carbone que l'on respire forme une bulle autour de notre tête et l'on manque d'oxygène. Mais comment faire à bord de l'ISS ? Le sujet fait encore l'objet de nombreuses recherches dans l'espace. Car les astronautes de la station ne se contentent pas de réfléchir à la possibilité de futurs voyages dans l'espace, ils mènent aussi toutes sortes d'études sur les effets de la microgravité sur le corps humain. Oh, et à propos de microgravité, on pense souvent que dans l'espace, la gravité est nulle. D'où la pesanteur que ressentent les astronautes à bord de la Station spatiale internationale. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. La gravité est l'une des forces les plus importantes qui existent dans l'univers. C'est grâce à elle que la Lune peut orbiter autour de la Terre et que le Soleil ne flotte pas loin de notre galaxie, la Voie lactée. Toutefois, les astronautes de l'ISS ne ressentent pas une complète apesanteur, mais une microgravité, ce qui signifie très faible gravité. La gravité terrestre à bord de la station spatiale n'est que 10 à 12% plus faible que celle à la surface de la planète. En revanche, les astronautes sont constamment en chute libre. Le vaisseau spatial, les personnes à l'intérieur et tous les objets à bord ne cessent de tomber vers l'avant. Pas vers le bas, mais autour de notre planète, en suivant une orbite spécifique. Et comme ils tombent tous ensemble, l'équipage et les objets à l'intérieur semblent flotter. C'est pourquoi les astronautes peuvent déplacer du bout des doigts des objets pesant jusqu'à plusieurs centaines de kilos. Même si la microgravité est souvent appelée apesanteur, il s'agit en fait de deux choses très différentes. Quoi qu'il en soit, pour rejoindre l'ISS, tu devrais porter une combinaison spatiale orange vif. Cette couleur, appelée International Orange, a la même teinte que la peinture qui recouvre la tour de Tokyo au Japon ou le Golden Gate Bridge à San Francisco. Mais une fois dans la vaste étendue de l'espace, tu troquerais l'orange pour le blanc-neige. En effet, la combinaison orange est équipée d'éléments qui peuvent aider les astronautes à survivre en cas de problème lors du lancement ou de l'atterrissage du vaisseau spatial. Par exemple, une combinaison citrouille classique est équipée de fusées éclairantes, de médicaments, de matériel de survie, d'une radio et d'un parachute. Quant au gros scaphandre blanc, il s'agit de combinaisons EVA, pour Extravehicular Activities, activités extravéhiculaires. Leur fonction est totalement différente de celle des combinaisons orange. Les astronautes enfilent une combinaison EVA lorsqu'ils effectuent une sortie dans l'espace. Cette tenue peut les protéger des conditions hostiles de l'espace, avec ses températures extrêmes et son quasi vide. En outre, la combinaison blanche peut empêcher les petits débris de blesser les voyageurs de l'espace. Au fait, sache que si tu voulais te gratter le nez en portant ta combinaison EVA, tu devrais utiliser un morceau de velcro placé à l'intérieur du casque. L'absence de gravité fait qu'éternuer à l'intérieur d'une combinaison spatiale est un grave problème. Si on doit absolument éternuer lors d'une sortie dans l'espace, il faut pencher la tête vers le bas et éternuer dans la poitrine. Sinon, il faudrait que la visière soit équipée de minuscules essuie-glaces. Dans l'espace, on voit souvent des flashs lumineux aléatoires, et ce ne sont pas des hallucinations. Les rayons cosmiques qui frappent le nerf optique produisent ce type d'effet. Sur Terre, on ne voit pas ce genre d'éclair, parce que la magnétosphère ne laisse pas les rayons cosmiques nous atteindre. Avant d'aller dans l'espace, il faut s'entraîner sous l'eau. C'est censé simuler l'apesanteur. Mais en fait, la sensation n'a rien à voir avec l'espace. L'objectif principal de cet entraînement est donc de voir comment les futurs astronautes peuvent faire face à des environnements extrêmes. Ensuite, pendant la période d'adaptation à l'espace, il se peut que tu te sentes, disons, bizarre. Environ 50 à 75% des astronautes présentent des symptômes très désagréables, tels que des vertiges, des maux de tête, des nausées et une fatigue générale. Heureusement, tout rentre dans l'ordre dans les 72 heures. Avant d'être choisi pour s'envoler vers l'espace, il faut affronter une compétition incroyablement difficile. La NASA n'accepte que 8 candidats sur 6000. En outre, le processus de sélection dure approximativement 18 mois. Une autre info,
Si tu avais le mal du pays lors d'une mission et que tu te mettais à pleurer, tes larmes ne couleraient pas le long de ton visage. Au lieu de cela, elles s'accumuleraient en d'épaisses gouttes de liquide autour de tes yeux, parce que la tension superficielle de l'eau les retiendrait ensemble. Oh, et n'oublie pas de t'attacher à quelque chose avant de t'endormir. Sinon, tu pourrais facilement flotter loin de l'endroit où tu t'es couché et te cogner contre une surface dure. C'est pourquoi les astronautes se reposent généralement dans des sacs de couchage, dans une petite cabine d'équipage. Autre problème à résoudre, prendre une douche dans les conditions de microgravité. La tâche n'est vraiment pas aisée. Les astronautes prennent une douche dans un cylindre fermé qui empêche l'eau de flotter. Ils utilisent un shampoing sans rinçage, s'aspergent d'eau pour rincer le savon et enfin utilisent un tuyau d'aspiration qui attire à l'intérieur toute l'eau restée sur leur corps. Il faudrait aussi s'habituer à un changement radical de régime alimentaire. Il y aurait 3 repas par jour, rien d'exceptionnel à cela. Mais au lieu de s'asseoir pour savourer ton repas, on flotterait. Ton repas se composerait d'aliments déshydratés et en conserve. Et il te faudrait beaucoup de temps pour le terminer, car tu devrais toujours faire très attention à ne pas laisser ta nourriture s'échapper en cours de route. Maintenant, imaginons que tu aies besoin d'une coupe de cheveux. Après tout, tu vas passer pas moins de 6 mois à bord de l'ISS. Pour changer de look, il faudrait utiliser des tondeaux spéciales équipés d'un aspirateur. As-tu déjà remarqué que le papier toilette est généralement de couleur blanche, mais cette couleur n'a pas toujours été la plus répandue? En fait, les papiers toilettes de couleur ont fait leur apparition sur les étalages dans les années 1950. Les gens achetaient du papier rose, bleu, jaune, vert et même noir, car ces couleurs s'harmonisaient tout simplement avec leur intérieur. Mais peu à peu, de nombreux médecins ont commencé à associer la teinture des papiers toilettes colorés à des risques accrus pour la santé. De plus, le colorant ne permettait pas au papier de se décomposer aussi rapidement après avoir tiré la chasse d'eau, ce qui augmentait le risque de boucher les fosses septiques. Cela a fini par rendre les coûts de fabrication et de distribution trop élevés par rapport au papier blanc de base, et finalement, la demande a commencé à s'effondrer. Et maintenant, regardons de plus près ces motifs fantaisistes. La plupart des gens ne se soucient probablement pas des décorations lorsqu'il s'agit de leur papier toilette. Et pourtant, ces motifs existent toujours. Mais pourquoi? Eh bien, il y a plusieurs points de vue à ce sujet. Certains disent que ce n'est qu'un outil de marketing. Les fabricants emploient ces motifs fleuris pour rendre leurs produits plus esthétiques. Et aussi pour que les clients associent leur marque à l'élégance et à un style de vie luxueux. Il existe une explication plus pratique. Ces motifs font gonfler le papier, ce qui le rend plus absorbant. En parlant de confort, t'es-tu déjà demandé pourquoi le papier hygiénique des toilettes publiques était si rugueux? La réponse la plus évidente est que le papier toilette de haute qualité revient plus cher. De plus, les entreprises préfèrent acheter des rouleaux géants de papier de mauvaise qualité, car cela permet de les changer moins souvent. Ce choix permet aussi d'éviter les vols. Et oui, les gens fauchent réellement du papier dans les WC publics. As-tu déjà remarqué que les interrupteurs des toilettes publiques sont généralement placés à l'extérieur? Eh bien, ce n'est pas dû au hasard. Les constructeurs le font pour des raisons de sécurité, car comme nous le savons tous, l'électricité et l'eau forment une dangereuse combinaison. Et les interrupteurs sont reliés au courant, donc l'électricité les traverse littéralement. Bien sûr, les interrupteurs installés par des professionnels seront assortis d'un tas de mesures de sécurité supplémentaires. Mais la plupart des constructeurs préfèrent ne pas prendre le moindre risque. Au Royaume-Uni, les règles de sécurité des interrupteurs sont beaucoup plus strictes qu'aux États-Unis par exemple. C'est pourquoi, si tu vis à Londres, tu trouveras probablement plus souvent des interrupteurs à l'extérieur des salles de bain. Mais ne t'inquiète pas, la plupart des salles de bain disposent de toute façon de circuits électriques indépendants. Cela offre une sécurité supplémentaire en cas de choc électrique accidentel. Lorsqu'un changement dans le courant électrique se produit, ils sont censés disjoncter automatiquement. Les possibilités d'éclairage semblent infinies en ce bas monde. Mais pourquoi les feux de signalisation sont-ils rouges, orange et verts? Il s'avère qu'il y a une explication logique à cela. Avant les feux de circulation pour les voitures, il y avait des feux de circulation pour les trains. Et les premiers opérateurs ferroviaires utilisaient la couleur blanche pour signifier voie libre, le rouge pour signifier stop et le vert pour signifier prudence. Mais bien plus tard, on a réalisé que la couleur blanche n'était pas une si bonne idée, car une lumière blanche vive pouvait être facilement confondue avec une simple étoile pendant la nuit. Les compagnies ferroviaires ont donc modifié la couleur blanche pour que le vert signifie voie libre et le jaune prudence, car ces couleurs se distinguent facilement des autres.
Et finalement, cette tradition s'est étendue aux feux de signalisation des voitures et est devenue la norme. Quant à la couleur rouge, elle a la longueur d'onde la plus longue, ce qui signifie que les conducteurs peuvent la voir à une plus grande distance que les autres couleurs. Et la couleur jaune a été choisie comme signe de prudence car elle a une longueur d'onde légèrement plus courte que le rouge, mais toujours plus longue que le vert. Quelle est la pièce la plus poussiéreuse de ta maison? Généralement, la réponse est la chambre à coucher. Mais pourquoi? Les chambres ont tendance à générer de la poussière à partir des cellules de peau mortes, des acariens et des fibres textiles de tes draps, tapis et rideaux. Si tu as un animal de compagnie, sa fourrure et ses cellules de peau ajoutent une quantité importante de saleté à cette fête poussiéreuse. Heureusement, il existe des moyens simples d'éliminer la poussière de ta chambre. Il s'agit notamment de faire ton lit tous les jours et de nettoyer régulièrement la pièce au moyen d'un aspirateur ou d'une serpillière. Tu peux envisager de te débarrasser des tapis, des meubles et des bibelots inutiles qui ont tendance à accumuler la poussière. Prête une attention particulière à la qualité lorsque tu achètes des rideaux ou des draps de lit. Plus le tissu est lâche, plus il accumule la saleté. Et enfin, tu peux interdire à ton animal de compagnie d'entrer dans ta chambre. Mais soyons honnêtes, tu ne feras jamais ça. Les purificateurs d'air, les climatiseurs et les ventilateurs de plafond modernes peuvent contribuer à rendre l'endroit où tu dors plus douillet. Mais assure-toi de les nettoyer régulièrement. Autrement, si ton filtre est sale, encombré par des poils ou tout autre polluant présent dans l'air, il ne pourra pas collecter correctement les nouvelles poussières, et celle-ci se retrouvera immanquablement sur les surfaces de ta chambre. En parlant de poussière, savais-tu que tu peux nettoyer les franges de ton balai avec une pelle à poussière? Ce zigzag ne remplit pas seulement une fonction esthétique, tu peux l'utiliser comme un peigne pour les poils. As-tu déjà eu ces marques derrière tes oreilles après avoir porté des lunettes? Parfois, il leur faut même des semaines pour disparaître. Eh bien, c'est un signe que les branches de tes lunettes ne sont pas ajustées correctement pour ta tête. En d'autres termes, elles sont trop serrées. Cela peut provoquer une irritation de la peau et même des maux de tête. Si elles sont pliées vers la zone qui se trouve derrière tes oreilles, elles peuvent appuyer sur la partie fragile du crâne. Garde donc à l'esprit que les branches doivent non seulement avoir la bonne taille, mais aussi être correctement ajustées. Un opticien professionnel peut facilement régler ce problème, et c'est bien plus sûr que d'essayer de le faire tout seul. Les râpes à caissette peuvent aussi être utilisés en position horizontale. Dans bien des cas, il est beaucoup plus pratique de râper une carotte ou un gros bloc de fromage de cette façon. Si tu veux râper un produit mou comme du fromage de chèvre ou de la mozzarella, tu peux les mettre au congélateur pendant environ 30 minutes avant de les râper. Il existe aussi un moyen de faciliter le nettoyage et d'empêcher le fromage de coller. Étale une petite quantité d'huile sur la râpe avant de t'en servir. Et maintenant, jetons un coup d'œil aux aspects les moins plébiscités de cette râpe. En as-tu déjà eu l'usage? Ce côté est en fait conçu pour trancher. C'est plutôt pratique si tu veux faire de fines tranches de légumes pour ta salade ou tes pâtes, ou pour décorer des chips. Et ces petits trous perforés sont conçus pour zester ou râper très finement. Les râpes sont très utiles pour la prochaine astuce, qui ne concerne pas la nourriture. Si tu as un budget plutôt serré, tu peux acheter ce savon à lessive super bon marché, en râper une petite quantité et le jeter directement dans ta machine à laver au lieu d'utiliser le gel de lavage habituel. Savais-tu que tu peux changer le sens dans lequel la porte de certains réfrigérateurs s'ouvre? Il y a des charnières par ici. Si tu les fixes à l'autre côté, les portes s'ouvriront dans l'autre sens. Mais avant d'essayer de faire ces ajustements par toi-même, assure-toi de débrancher la source d'alimentation et de lire les instructions de ton modèle particulier de réfrigérateur. As-tu déjà remarqué qu'il y a un côté brillant et un côté terne sur le papier d'aluminium? Beaucoup de gens pensent que le côté utilisé vers le haut ou vers le bas a de l'importance, car le côté brillant devrait mieux retenir la chaleur. Mais en fait, cela ne fait aucune différence. Le processus de fabrication fait que les deux côtés ont un aspect légèrement différent, mais ils remplissent tous deux leurs fonctions de la même manière. Le papier d'aluminium n'est pas seulement utile dans la cuisine. Voici une astuce peu connue pour les piles. Mettons que tu n'aies plus de pile AA. Pas de souci, utilise une pile AAA plus petite et un petit morceau de papier d'aluminium. Insère-le simplement sur l'une des extrémités. Cela fonctionnera car les piles AA et AAA possèdent des tensions équivalentes. Savais-tu que les récipients de nourriture chinoise à emporter peuvent se déplier et se transformer en assiette? Il te suffit de le défaire des deux côtés et la gravité fera le reste.
Au fait, les anglophones désignaient autrefois ce type de récipient en carton sous le nom de oyster pail, car il a été conçu à l'origine pour contenir des huîtres. Imagine que tu sois un détective de l'art et que ta mission consiste à explorer les mystères qui se cachent derrière les tableaux les plus célèbres du monde. On parle des œuvres de Léonard de Vinci, Michel-Ange ou encore Picasso. N'oublie pas ta loupe, car ton aventure est sur le point de commencer. La première ville sur ta liste est Rome. Après avoir dégusté de délicieuses pâtes, tu te diriges vers la chapelle Sixtine, qui abrite le plafond le plus célèbre du monde. As-tu déjà entendu dire que Michel-Ange avait peint les fresques en étant allongé ? Ce n'est qu'un mythe. En réalité, le peintre a créé un système complexe de plateformes lui permettant de peindre debout. Tu es en train d'admirer la création d'Adam, qui est la fresque du milieu. L'artiste italien était connu pour sa connaissance précise de l'anatomie humaine. Les experts en art affirment que la partie droite du tableau est une représentation anatomiquement correcte d'un cerveau agrandi. Pour le vérifier, tu essaies de superposer une image de l'organe et de l'œuvre d'art. Cela semble correspondre. Le cervelet, le nerf optique et la glande pituitaire sont tous là. Même le truc flottant en forme de foulard vert semble correspondre à l'artère vertébrale. Certains chercheurs pensent que c'est la façon dont Michel-Ange a dépeint la connaissance et la sagesse, mais tu as besoin d'une nuit de sommeil pour t'en faire une idée définitive. Le lendemain, tu attrapes un train et arrives à Florence. Le temps de déguster une glace à l'italienne, puis tu te rends directement à la galerie Accademia. L'une des sculptures les plus célèbres du monde t'attend à l'intérieur, le David de Michel-Ange. Ce David est une merveille de marbre de 5 mètres de haut. Il a été sculpté pendant environ 3 ans. Le mystère qui l'entoure consiste à découvrir la véritable expression de la statue. En la regardant d'en bas, tu peux te dire que son visage est serein et paisible. Mais les historiens de l'art affirment que cette œuvre a été largement incomprise. Apparemment, son corps cache une histoire très différente. Regarde de plus près et tu remarqueras que ses sourcils sont froncés et que les veines de ses bras sont saillantes. Il n'a pas l'air si détendu après tout, n'est-ce pas ? L'idée de Michel-Ange était de représenter David juste avant une confrontation importante. Alors peut-être n'était-il pas si serein que ça. L'Italie est si riche en œuvres d'art que tu ne peux pas partir tout de suite. Tu es toujours à Florence et tu visites maintenant la célèbre Galerie des Offices. De nombreux tableaux célèbres sont hébergés dans ce musée. Mais celui qui t'intéresse plus particulièrement est le Printemps de Botticelli. Cette œuvre d'art a été enveloppée de mystère dès le départ. Les experts ne savent pas dire l'année exacte où elle a été commandée. Elle est restée sans titre pendant des années, jusqu'à ce que le peintre Giorgio Vasari lui trouve enfin un nom. Habituellement, lorsque les critiques et le public admirent cette peinture, ils se concentrent sur les personnages au premier plan. Mais dans ce cas, le véritable travail réside dans le fait que Botticelli a peint plus de 46 espèces végétales différentes avec une précision presque photographique. Et dans l'ensemble du tableau, ces figures végétales sont répétées plus de 200 fois. Incroyable! Ces journées de visite ont été bien remplies, n'est-ce pas? Tu es prêt à continuer? Tu sautes dans un avion et tu arrives à Paris, la ville des Lumières, de l'amour et de la célèbre Joconde. Tu traverses le musée du Louvre et tu arrives devant le chef-d'œuvre de Léonard de Vinci. Il existe de nombreuses théories concernant cette œuvre d'art et tu te plonges dans certaines d'entre elles. Des arguments solides ont été avancés pour dire que la Joconde pourrait être un autoportrait du peintre lui-même. Les historiens ont minutieusement comparé son visage à celui de Mona Lisa, et ils sont étonnamment similaires. Et puis il y a la théorie du sourire en coin. Le dentiste et expert en art Joseph Bartowski prétend avoir découvert le secret du rictus de Mona Lisa. Il dit que son expression faciale serrée est l'indication typique d'une personne qui a perdu ses dents de devant. En 2010, le Comité italien pour le patrimoine culturel a également découvert une collection de symboles cachés dans le tableau. Ceux-ci ne sont visibles qu'avec des lunettes grossissantes high-tech, mais elles ont révélé que Léonard de Vinci avait inscrit un LV à l'intérieur de l'œil droit de Mona Lisa. Les experts pensent qu'il s'agit de la signature du peintre, mais les autres symboles, un CE dans l'œil gauche et un 72 dans l'arche du pont en arrière-plan, sont encore non élucidés. Bon, ça fait beaucoup de découvertes d'un coup. Bien sûr, à la fin de ta visite, n'oublie pas de tester si ces yeux te suivent vraiment.
Maintenant, tu te rends à Amsterdam pour visiter le Rijksmuseum. Tu es venu pour voir un tableau spécifique de Rembrandt qui cache une histoire mystérieuse. La Ronde de nuit est l'un des tableaux les plus célèbres du peintre flamand, mais les experts affirment que le nom du tableau ne correspond pas à son contenu. Regardons cela de plus près. Le tableau représente un grand groupe prêt à s'embarquer pour une mission. La technique de Rembrandt s'appelle le clair-obscur et met en évidence le contraste entre l'ombre et la lumière. Jusqu'en 1947, les critiques d'art pensaient que le peintre dépeignait une scène de nuit. Mais lorsque le tableau a été débarrassé d'une épaisse couche de poussière, il est apparu clairement que la scène se passait en plein jour, avec le soleil qui tombe du coin supérieur gauche. Il est désormais trop tard pour changer son nom en Ronde de jour. Pendant ton séjour à Amsterdam, tu visites aussi un musée dédié à l'art de Vincent van Gogh. Savais-tu qu'il a peint plus de 900 tableaux pendant une période de seulement 10 ans? Quoi qu'il en soit, le musée Van Gogh abrite la plus grande collection de peintures de tournesol que tu verras probablement de ta vie. En fait, presque toutes les peintures de Van Gogh présentent des teintes jaunes dominantes. Cette particularité de son art est peut-être le résultat de sa façon de voir le monde. Certains experts en art ont émis l'hypothèse que l'un des médicaments de Van Gogh a modifié sa perception des couleurs, lui faisant voir plus de jaune autour de lui. Bon, notre voyage continue. Le prochain arrêt sur ta liste est le Royaume-Uni, direction la National Gallery. Tu pourrais passer des heures à admirer le tableau Les époux Arnolfini de Jan van Eyck et ne rien voir qui sorte de l'ordinaire. Au premier plan, un couple se tient la main et regarde fixement le spectateur. Mais si tu zoomes sur le miroir accroché au mur, tu verras deux autres personnes dans la pièce. Les experts en art disent que le personnage masculin du tableau a les mains levées pour saluer ces deux personnes vues dans le miroir et que l'un des personnages est Van Eyck lui-même. Et ce n'est pas le seul filigrane que le peintre ait laissé. Au-dessus du miroir, tu verras sa flamboyante signature « Jan van Eyck était ici, 1434 ». En parlant de peintres qui laissent des indices de leur propre présence, le Caravage, le célèbre peintre italien de la Renaissance, a laissé un petit œuf de Pâques dans l'un de ses célèbres tableaux, Bacchus. Celui-ci est un peu difficile à repérer. Dans la carafe à moitié remplie, dans le coin inférieur gauche du tableau, il y a un minuscule autoportrait du peintre lui-même caché dans le liquide. Pour voir l'image clairement, il faut l'aide d'une technologie sophistiquée ou au moins une loupe très efficace. Mais il est bien là, un personnage masculin, alias le Caravage, avec un pinceau à la main. Fait amusant, le minuscule autoportrait a été remarqué pour la première fois en 1922, plus de 300 ans après que le tableau ait été achevé. Mais il a été ignoré en raison de sa mauvaise conservation. Pour conclure ton voyage, tu t'envoles outre-Atlantique jusqu'à Chicago. L'énorme collection de l'Art Institute abrite un tableau bien connu de Pablo Picasso, le vieux guitariste. Le secret de cette peinture est si bien caché qu'il faut aussi l'aide d'appareils à rayons X et de technologies super sophistiquées. Mais les résultats en valent la peine. Les relevés montrent que Picasso a peint le vieux guitariste par-dessus un autre tableau inachevé. On peut clairement voir les contours et les formes d'une silhouette féminine à moitié dessinée que Picasso a abandonnée au milieu de son travail. Les artistes émergents de l'époque utilisaient assez souvent cette façon d'économiser de l'argent car les toiles étaient chères. Et voilà pour ce tour du monde des œuvres d'art. Fatigant, n'est-ce pas? Alors repose-toi un peu, Sherlock Holmes. Les lettres SSSS sur ta carte d'embarquement constituent-elles une raison de t'inquiéter? Qu'est-ce qui est beaucoup plus dangereux que les turbulences? Faut-il essayer d'être le premier à monter dans l'avion? Tu es sur le point de le découvrir. Tu as peut-être remarqué que la plupart des avions ont des sièges bleus. Il n'y a pas de mystère. Les compagnies aériennes choisissent cette couleur car elle est considérée comme ayant un effet calmant. Cette couleur est censée mettre les passagers à l'aise et aider même les voyageurs les plus nerveux à se détendre. Mais il y a aussi une autre raison plus pratique. Les taches, la saleté et les traces sont moins visibles sur un tissu bleu foncé. Ne jette jamais ta carte d'embarquement dans un lieu public. Elle contient des tonnes d'informations sensibles te concernant, notamment ton nom et ton numéro de voyageur fréquent. Ces informations peuvent permettre à quelqu'un d'autre de consulter tes futures réservations, de changer ton siège, voire d'annuler tes vols. La meilleure façon de gérer la carte d'embarquement d'un vol que tu as déjà pris est donc de l'emporter chez toi et de la passer dans une broyeuse à papier.
À propos, si tu vois les lettres SSSS ou S sur ta carte d'embarquement, prépare-toi à des contrôles de sécurité supplémentaires. Au lieu de ces lettres, il peut y avoir un motif damier. Quoi qu'il en soit, si tu as l'une de ces marques, ton bagage à main peut également subir une inspection approfondie. Mais pourquoi pourrait-il te choisir toi pour un contrôle secondaire ? Certains de ces critères sont de faire une réservation pour un aller simple ou de payer ton billet en espèces. Dans certains cas, la sélection est aussi totalement aléatoire. Regarde, ta porte est ouverte et l'embarquement a commencé. Attends, où vas-tu en courant ? Inutile de te dépêcher. L'astuce des globetrotters expérimentés est de toujours embarquer en dernier. D'abord, tu ne perds pas de temps à faire la queue. Ensuite, il y a moins de gens sur la passerelle et dans l'allée. Et tu passes finalement moins de temps dans l'avion. De toute façon, personne ne va prendre ta place, tu sais. Cependant, il y a une exception. Si tu as un bagage à main volumineux, il peut être plus judicieux de ne pas embarquer en dernier. Sinon, il y a de fortes chances que tout le compartiment à bagages soit occupé avant que tu arrives à ton siège. Ton bagage pourrait alors se retrouver dans une autre partie de l'avion et tu devras attendre que les autres passagers débarquent avant de pouvoir le récupérer. Flûte! Avant le décollage et l'atterrissage, les agents de bord actionnent généralement un petit interrupteur sur la porte des toilettes. Cela l'empêche de s'ouvrir quand elle n'est pas censée le faire. Avec la même facilité, un agent de bord peut ouvrir la porte lorsque quelqu'un se trouve à l'intérieur. Il suffit de soulever le panneau toilette et de mettre la poignée en position déverrouillée. Les pilotes ne se soucient pas franchement des turbulences. C'est parce qu'ils savent qu'il existe une chose bien plus dangereuse que n'importe quelle turbulence. Les courants ascendants. Dans la plupart des cas, les turbulences te font chuter de quelques mètres seulement, même si tu as l'impression de tomber de l'Empire State Building. Si la turbulence est suffisamment forte pour que les pilotes demandent aux hôtesses de l'air de s'asseoir, l'avion peut descendre de 3 à 6 mètres. Mais en fait, les turbulences les plus extrêmes et les plus violentes sont très rares. Un courant ascendant, lui, est une grande masse d'air, faisant partie d'une tempête ou d'un autre phénomène météorologique qui se déplace vers le haut. Or, les pilotes ne voient pas les courants ascendants sur leur radar la nuit. Et lorsqu'un avion en rencontre un, c'est comme s'il roulait sur un énorme dodan à 800 km/h. Un courant ascendant est également extrêmement dangereux, car il peut pousser un avion vers le haut à des altitudes dangereuses. Les avions modernes sont équipés d'un système spécial qui détecte les autres avions, les montagnes et différents objets solides sur leur trajectoire. À 16 km d'un autre avion, et une voix dans le cockpit commence à répéter « Trafic, trafic ». 8 km de plus et la même voix commence à donner des instructions aux pilotes. Les avions peuvent fonctionner avec un seul moteur, même pendant le décollage et l'atterrissage. Une panne simultanée des deux moteurs est presque impossible à imaginer. Mais dans ce cas, un avion ne tomberait pas du ciel comme une pierre. Les pilotes auraient jusqu'à 20 minutes pour trouver un endroit approprié pour atterrir. La façon dont la cabine est pressurisée a un effet important sur tes papilles gustatives. Tu perds jusqu'à 30% de ta capacité à goûter les choses sucrées et salées. En d'autres termes, ce n'est pas que les aliments servis dans les avions ne sont pas goûteux, mais tu ne ressens pas leur saveur. C'est aussi la principale raison pour laquelle les sociétés de catering des compagnies aériennes ajoutent du sel et des épices aux plats qu'elles préparent. Mais tu sais ce qui pourrait t'aider ? Des écouteurs anti-bruit. Pour une raison mystérieuse qui a probablement une explication scientifique, le fait de couper tout le bruit environnant peut aider tes papilles gustatives. Chacun de ces dings que tu entends pendant le vol a aussi sa propre signification. Dans la plupart des compagnies aériennes, un boom peu après le décollage indique que le train d'atterrissage est en train de se rétracter. 3 dings consécutifs signifient qu'il y a plus d'urgence qu'un seul. Une sonnerie aiguë informe les membres de l'équipage que leurs collègues ont besoin d'eux dans une autre partie de l'avion. 3 sonneries basses signifient qu'il y a de sérieuses turbulences à venir. Les membres de l'équipage sont censés ranger les chariots de repas, prendre place et attacher leur ceinture. Si tu es un passager nerveux, choisis un siège au milieu de la cabine. Les turbulences affectent principalement les parties avant et arrière de la cabine. La partie centrale, qui se trouve au-dessus des ailes, ne tremble pas autant. Les pilotes et les copilotes prennent des repas différents. La raison de cette précaution est très simple. Imagine que les 2 pilotes mangent le même plat et qu'ils aient une intoxication alimentaire. Dans ce cas, aucun des deux ne sera capable de contrôler l'avion. S'ils veulent toujours avoir le même plat et ne veulent pas accepter de prendre autre chose, il y a un filet de sécurité. Les pilotes ne prennent pas leur repas en même temps. Si un pilote a mangé le plat et se sent toujours bien plusieurs heures plus tard, l'autre pilote peut lui aussi prendre son repas.
Que dirais-tu si on te demandait quel est l'endroit le plus dégoûtant dans un avion? Non, ce n'est pas le siège des toilettes. Ce n'est même pas dans les toilettes. Les hôtesses de l'air recommandent de faire particulièrement attention aux appuis-têtes, aux pochettes des sièges, aux tablettes et aux ceintures de sécurité. Des expériences ont montré qu'un tiers de toutes les ceintures de sécurité sont couvertes de champignons et de moisissures. La plupart des tablettes sont couvertes de bactéries. Les poches des sièges sont également très sales. Mais les appuis-têtes sont les plus sales de tous. Dans la plupart des cas, les agents de bord n'ont pas le temps de les changer ou de les désinfecter entre les vols. Si le commandant de bord annonce qu'il est en train de terminer des formalités administratives, cela signifie qu'il est occupé à réviser l'itinéraire du vol ou à attendre que le personnel au sol prépare le carnet de vol. Il s'agit d'un journal qui contient le compte-rendu officiel d'un voyage. Certains avions, en particulier les longs courriers, disposent de chambres secrètes où les membres d'équipage peuvent se reposer. Ces chambres, appelées compartiments de repos de l'équipage, sont situées à l'arrière de l'avion ou derrière le cockpit. Un tel compartiment peut compter jusqu'à 10 lits confortables où les agents de bord peuvent se reposer. Les fenêtres de l'avion sont fabriquées en plexiglas super résistant qui peut supporter facilement des vitesses élevées. Les vitres ont une forme spéciale, de sorte que la pression élevée à l'intérieur de la cabine les pousse contre le fuselage de l'avion. En d'autres termes, les fenêtres d'avion ont vraiment très peu de chances de se casser. Autrefois, les fenêtres d'avion étaient carrées, mais la pression s'accumulait dans les coins de ces fenêtres, ce qui en faisait des points faibles par excellence. Cela signifie que chaque fenêtre carrée avait 4 points faibles. Ils étaient donc susceptibles de s'écraser sous l'énorme pression des hautes altitudes. Heureusement, la conception de fenêtres d'avion incurvées a résolu ce problème une fois pour toutes. Cette forme répartit la pression et réduit la probabilité de fissures ou de tout autre dommage. Les avions sont régulièrement frappés par la foudre, au moins une fois par an ou une fois par 1000 heures de vol. De nos jours, c'est totalement sûr. La charge électrique traverse simplement la coque en aluminium de l'avion. Elle ne cause aucun dommage à l'avion. Mais savais-tu que les avions ne sont pas seulement frappés par la foudre, mais qu'ils la déclenchent également? Lorsqu'un avion traverse un nuage, la friction entre son fuselage et l'air crée de l'électricité statique. Et parfois, cela peut provoquer des éclairs. Quand on sonne à la porte et que le livreur de Domino's te tend une boîte contenant une délicieuse pizza fumante, ta première pensée n'est probablement pas de savoir quelle histoire secrète se cache derrière le logo imprimé sur la boîte. Mais après avoir terminé la dernière part, tu seras peut-être plus disposé à découvrir les intentions peu connues qui se cachent derrière ce logo emblématique. De toute évidence, le logo est basé sur une pièce du jeu de domino. C'est le nom de la marque après tout. Mais pourquoi les concepteurs voulaient-ils que ce domino ait 3 points? On pourrait penser que le choix des points est aléatoire. Mais comme dans beaucoup de logos que tu vois tous les jours, chaque détail apparemment insignifiant a été en fait étudié en profondeur. Chacun des 3 points représente l'un des magasins originaux de Domino's Pizza. Le plan était de continuer à ajouter des points pour chaque nouvelle succursale qu'ils ouvriraient. Une idée géniale, mais sachant qu'il y a aujourd'hui plus de 10 000 restaurants Domino's, ça fait beaucoup de points. Donc, ils s'en sont tenus aux 3 points d'origine. Peux-tu imaginer à quoi ressemblerait le logo s'il ne l'avait pas fait? Ta boîte à pizza devrait être immense pour contenir tous ces points imprimés dessus. Si tu as un iPhone, un Mac ou un iPod, tu vois probablement ce logo tous les jours. Et même si tu n'es pas adepte d'Apple, tu es certainement familier de leur logo iconique. Au sens littéral du terme, puisque c'est ainsi que les designers appellent les logos symboliques comme celui-ci, au contraire des logos typographiques contenant des lettres comme celui de Coca-Cola. Le logo Apple actuel que nous connaissons n'est pas le premier design de la marque. Tu n'as probablement jamais vu le logo original d'Apple, qui est une illustration de Sir Isaac Newton assis à l'ombre d'un pommier. C'est une référence à la célèbre histoire de la façon dont il a soi-disant découvert la gravité. Il était très éloigné de leur logo actuel ultra-moderne. La première révélation de la forme de pomme que nous connaissons a eu lieu en 1977, même si à l'époque elle était remplie de bandes de couleurs vives et vibrantes, représentant le travail de Newton avec les prismes. Certains pensent que la morsure dans le logo pourrait faire référence au terme informatique byte,
qui veut dire à la fois octet et mordre en anglais. Mais le concepteur du logo, Rob Janoff, a déclaré un jour que ce n'était pas l'intention. En réalité, la morsure a été ajoutée pour que la forme soit toujours reconnue comme une pomme, plutôt que d'être confondue avec une cerise. Le logo d'Amazon est assez explicite puisqu'il a été conçu pour se concentrer sur une typographie claire afin que le nom de la marque puisse être reconnu instantanément. La plupart des gens savent que la flèche jaune représente un sourire, ce qui fait associer la marque à un sentiment de gaieté. Mais la flèche commence sous la lettre A et va jusqu'à Z, ce qui est une façon pour la marque de dire qu'elle vend absolument tout de A à Z. Mais combien d'articles commençant par un X peuvent-ils bien vendre ? À part des xylophones. Le logo du Tour de France cache astucieusement un cycliste dans ses lettres. Le O est la roue arrière, tandis que le U et le R constituent le corps de l'athlète pédalant à toute allure. As-tu repéré le cycliste ou as-tu lu les mots en premier ? Voici une autre silhouette magnifiquement dissimulée. Dans le logo de l'Orchestre de Londres, les lettres forment la tête et les bras d'un chef d'orchestre. Le L et le O représentent ses bras faisant les fameux mouvements et la ligne qui les relie remonte pour dessiner sa tête. Tu le vois ? À première vue, le logo de Cisco semble assez simple. Le nom de l'entreprise apparaît sous plusieurs lignes verticales. Cependant, il cache plus de choses que ce que l'on croit. Les bandes bleues en haut représentent à la fois une onde électromagnétique et le Golden Gate Bridge. C'est un clin d'œil aux racines de Cisco à San Francisco. C'est d'ailleurs aussi de là que vient le nom Cisco. Il est intéressant de noter que l'utilisation de lignes dans les logos peut avoir un impact important sur la façon dont un public perçoit l'identité d'une marque. Les lignes verticales évoquent inconsciemment des sentiments de force et de sophistication. Elles semblent séduisantes et puissantes. Et elles attirent l'attention du spectateur vers le bas, le dirigeant souvent vers le nom de la marque, comme dans le logo de Cisco. Le logo d'Unilever apparaît sur de très nombreux produits de l'entreprise que nous utilisons tous les jours. Mais la plupart d'entre nous n'ont jamais remarqué qu'en y regardant de plus près, la lettre U contient des symboles qui correspondent à la diversité de la gamme de produits de l'entreprise. Combien de symboles peux-tu repérer ? Tu auras des points bonus si tu arrives à trouver quel produit d'Unilever il représente. As-tu repéré l'un d'entre eux ? Une feuille de thé, un cornet de crème glacée, un pot de cosmétiques, une mèche de cheveux symbolisant le shampoing ? Le logo simple et épuré de Beats by Dre est juste un B minuscule suivi du nom de la marque, n'est-ce pas ? En réalité, le cercle qui entoure le B représente une tête humaine et le B est censé représenter une personne portant le casque. Tu le vois ? Sinon, cela pourrait t'aider. Tu le vois ? Tu ne pourras plus ne pas voir ce petit bonhomme en train d'écouter ses chansons avec son casque Beats. Les cercles sont une caractéristique très courante dans la conception de logos. Ils sont utilisés dans 20% des marques les plus connues au monde. On les perçoit émotionnellement comme plus doux et plus accueillants que les formes angulaires, comme les triangles et les carrés. De plus, ils sont universels et fiables, puisqu'ils n'ont pas d'angle, de cassure ou de virage. Les entreprises les utilisent pour te dire inconsciemment que tu peux compter sur elles. Chaque détail t'envoie un message. Même si tu ne passes pas ton temps libre à analyser des logos célèbres, nous faisons tous des associations rapides avec des formes et des couleurs sans même y penser. Une expérience commune a été repérée par de multiples psychologues sur un phénomène appelé l'effet Bouba-Kiki. Les chercheurs ont montré aux participants ces deux formes et leur ont posé la question suivante. Laquelle de ces formes est Bouba et laquelle est Kiki ? Vas-y, essaye par toi-même. Ton cerveau a attribué les noms facilement ? Tu n'es pas le seul. Entre 95% et 98% des gens choisissent la forme arrondie pour Bouba et la forme dentelée pour Kiki. Cela nous indique que le cerveau humain attribue des significations abstraites aux formes, aux sons et aux autres dessins. Certaines personnes suggèrent que le logo d'IBM a l'air d'avoir été imprimé par l'une des toutes premières imprimantes au monde. Celle-ci n'était pas très douée pour déposer une couche d'encre lisse. C'est peut-être vrai, mais la version officielle d'IBM est que les lignes horizontales symbolisent en réalité la vitesse et la dynamique des services de l'entreprise. De plus, une étude réalisée en 2011 a révélé que lorsque le logo d'une entreprise a l'air incomplet, comme c'est le cas ici, les gens considèrent que l'entreprise est plus originale et inventive. Si tu lis entre les lignes, c'est donc soit que tu as un esprit inventif, soit que ton imprimante n'a plus d'encre. Si on te disait d'imaginer le travail de l'artiste surréaliste Salvatore Dali, tu pourrais penser à ceci ou à ceci. Mais as-tu pensé à Chupa Chups, la célèbre marque de sucettes ? Très peu de gens savent que Dali n'était pas le genre de type à refuser un travail rémunéré. Et un bon exemple en est le logo de Chupa Chups, qu'il a contribué à développer.
C'est lui qui a ajouté le motif fantaisiste des fleurs, alors que le texte avait déjà été établi au moment où il a pris la main sur le logo. Il a aussi eu l'idée de déplacer le logo du côté vers le haut de l'emballage du bonbon. De cette façon, l'emblème est toujours intact et visible pour le client. Chupa Chups est aussi un excellent exemple d'un autre secret de conception que tu remarqueras partout après l'avoir appris. Lorsque les entreprises alimentaires choisissent les couleurs de leur marque, elles ont très souvent recours à un duo particulier très puissant, le rouge et le jaune. Tu dois certainement être capable de penser immédiatement à 3 marques qui associent un rouge cerise et un jaune soleil. Mais pourquoi ? Grâce à sa grande longueur d'onde, le rouge est l'une des couleurs les plus visibles du spectre lumineux et la première que tu remarqueras. Elle n'est devancée que par une seule autre couleur, oui, tu l'as deviné, le jaune. Les deux attirent instantanément l'attention. C'est pourquoi elles sont utilisées pour les avertissements importants, comme les panneaux stop et les feux de signalisation. Mais pourquoi est-ce que ce sont toujours les marques alimentaires qui optent pour ces teintes ? Eh bien, comme le rouge et le jaune sont visuellement stimulants, ils sont aussi associés à l'excitation. Ce sont des couleurs chaudes qui sont connues pour attirer l'attention et procurer une impression d'énergie et d'excitation. Voir la couleur rouge peut affecter ton comportement. Les vêtements rouges, notamment, rendent les gens plus attirants. Tous ces effets psychologiques font grimper ton niveau d'énergie, ce qui pourrait expliquer la sensation de faim que tu ressens lorsque tu vois des logos de restaurants. Ça et une bonne vieille envie de frites croustillantes et salées. Si tu regardes attentivement un bus scolaire aux USA, tu remarqueras qu'au lieu d'être simplement jaune, il est d'un mélange de jaune citron et d'orange. Pour être plus précis, on appelle même la couleur des bus scolaires américains et canadiens National School Bus Glossy Yellow. Mais n'a-t-il pas été prouvé scientifiquement que le rouge est la couleur ayant la plus grande longueur d'onde ? Il ne se disperse pas facilement, et c'est pourquoi on peut le voir de loin. On dit aussi que nos yeux sont immédiatement attirés par le rouge. Cela pourrait expliquer pourquoi la police contrôle plus souvent les voitures rouges que les autres. En plus, la plupart des gens associent cette couleur à la prévention. C'est pourquoi les camions de pompiers et les panneaux de danger sont rouges. Alors, pourquoi ne pas peindre les bus scolaires en rouge ? Tout d'abord, l'histoire de la voiture rouge est un mythe. Ce sont en fait les voitures blanches qui se font le plus arrêter, et uniquement parce qu'elles sont plus nombreuses. Mais revenons au bus. Malgré toutes les données scientifiques, ce n'est pas le rouge mais le jaune qui attire instantanément l'attention dans notre quotidien. Car c'est la couleur la plus visible. Elle a aussi une sorte d'aspect radieux qui la fait ressortir dans l'obscurité, le brouillard ou par faible luminosité. De nombreux bus scolaires transportent des écoliers tôt le matin. Selon la saison, il fait parfois encore sombre à ce moment-là. C'est pourquoi il est plus judicieux d'utiliser de la peinture jaune. Les bus sont ainsi plus visibles sur la route. Et ce lettrage noir sur fond jaune est une combinaison de couleurs parfaite. Cela permet au conducteur de se rendre compte beaucoup plus vite qu'il s'approche d'un bus scolaire. Enfin, il y a une autre raison cruciale pour ce choix de couleur si spécifique, la vision périphérique. C'est lorsque tu vois quelque chose du coin de l'œil, sans le regarder directement. Les scientifiques affirment qu'on a 1,24 fois plus de chances de repérer un objet peint en jaune avec notre vision périphérique que le même objet peint en rouge. C'est la raison pour laquelle il est aujourd'hui impossible de voir un bus scolaire autre que jaune aux États-Unis. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. La couleur National School Bus Glossy Yellow n'est apparue qu'en 1939. Avant cela, les bus scolaires étaient peints de toutes sortes de couleurs. Si l'on remonte encore plus loin, il n'y avait pas de bus du tout. Les élèves étaient emmenés à l'école dans des calèches spéciales tirées par 2 chevaux. Le tout premier bus scolaire est apparu à Londres en 1827 et il pouvait transporter 25 personnes. Pour en revenir à 1939 et à la nouvelle couleur officielle de l'époque, on l'appelait National School Bus Chrome. Mais cette peinture avait un sérieux défaut, elle contenait du plomb. C'est extrêmement dangereux pour l'homme. C'est pourquoi elle a rapidement été remplacée par la peinture que les fabricants utilisent aujourd'hui. Les bandes noires visibles sur les bus scolaires ont aussi une utilité. Il s'agit en fait de rails métalliques placés sur les côtés et à l'arrière du bus pour protéger ses parois plutôt fines. En cas de collision, ils absorbent la majeure partie du choc. Ces rails sont également placés à des endroits stratégiques. Le plus bas se trouve au niveau du plancher. Celui du milieu correspond au bas des sièges. Et celui du haut correspond soit au haut des sièges, soit au bas de la fenêtre. De nombreux aéroports ont des moquettes dans leur zone d'embarquement.
Ce petit élément de confort s'accompagne généralement de quelques autres. Des plafonds plus bas, des sièges confortables et un éclairage naturel agréable. Tout cela coûte plus cher aux aéroports et les moquettes ne sont pas aussi faciles à nettoyer que les sols durs. Mais elles créent une sensation agréable pour les passagers qui attendent leur vol, ce qui les rend plus détendus. Pourtant, il ne s'agit pas seulement d'un geste de bonne volonté de la part des aéroports. Selon des recherches comportementales, les passagers apaisés sont 7 à 10% plus susceptibles de faire du shopping et d'acheter réellement quelque chose dans la zone duty-free. Donc en investissant dans le confort des passagers, les aéroports augmentent en fait leurs revenus. Si tu as toujours voulu savoir ce qu'il advient de ton bagage lorsque tu es à bord de l'avion, la réponse courte est que le personnel de l'aéroport ne le sait pas une fois qu'il a quitté son territoire et qu'il ne s'en soucie probablement pas. Désolé de te le dire. Les scanners lisent le code barre et trient les bagages automatiquement en fonction de leur destination. Les 3 principales tâches des bagagistes de l'aéroport sont de déplacer les sacs de la zone d'enregistrement à la porte d'embarquement, de les déplacer d'une porte à l'autre lorsque tu as une correspondance et de les déplacer de l'avion à la zone de récupération des bagages. Et c'est tout. Donc si tes bagages ne se déplacent pas assez vite, ils peuvent être en retard pour ton vol de correspondance. Ou à l'inverse, ton bagage peut arriver à ta destination avant toi parce que tu es bloqué au contrôle des passeports. Un autre problème peut survenir si tu oublies d'enlever une ancienne étiquette indiquant une destination différente. Dans ce cas, le scanner pourrait envoyer ton bagage dans le mauvais pays. La plupart des aéroports sont équipés de cuisines géantes, où sont confectionnés les plateaux repas destinés aux passagers. Ces cuisines préparent généralement des aliments pour différentes compagnies aériennes en même temps. Et comme cette nourriture d'avion si savoureuse doit être cuisinée environ 6 à 10 heures à l'avance, les cuisines fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, le menu de ton vol est élaboré jusqu'à 1 an à l'avance. C'est une pratique courante pour la plupart des compagnies aériennes, car chaque ingrédient compte et fait augmenter les dépenses. D'ailleurs, fait intéressant, une compagnie aérienne a réussi à économiser 40 000 $ après avoir retiré une seule olive de chaque salade qu'elle servait sur ses vols. Le personnel de l'aéroport demande parfois aux passagers de se frotter les mains sur un morceau de tissu avant de le mettre dans une machine spéciale. Cela peut sembler bizarre, mais c'est totalement inoffensif. Il s'agit simplement d'un contrôle de routine effectué par une machine appelée atomiseur. Avant que leur journée de travail ne commence, les employés mettent des échantillons de produits chimiques dangereux dans la machine. La machine mémorise ces odeurs et au cas où les mains d'une personne exhalent ces produits chimiques, elle alerte le personnel de l'aéroport. Tu as certainement déjà vécu ce qui suit. Tu arrives au contrôle de sécurité et soudain, il s'avère que tu as quelque chose d'interdit dans ton bagage à main. Mais ne t'inquiète pas, tous les objets saisis lors de l'inspection avant le vol peuvent être conservés à l'aéroport jusqu'à 3 mois. En plus de cela, tu as la possibilité de te les faire envoyer par courrier à n'importe quelle adresse. Les objets saisis par la sécurité et qui n'ont pas été réclamés peuvent aussi être vendus lors de ventes aux enchères spéciales et sont livrés dans le monde entier. Si tu as une longue escale entre 2 vols, aller à l'hôtel le plus proche pour te reposer n'est peut-être pas l'option la plus économique. Il y a une bien meilleure astuce. Vérifie si l'aéroport ou la compagnie aérienne vend un accès 24 heures sur 24 au salon VIP. Dans la plupart des cas, tu peux y trouver des collations et des boissons gratuites et utiliser des cabines de douche et des salles de repos gratuites à un prix très abordable. Dans les aéroports à plusieurs terminaux, recherche les passages souterrains reliant les terminaux que la plupart des gens ne connaissent peut-être pas. Par exemple, à l'aéroport de Francfort en Allemagne, il y a un tunnel piétonnier entre le terminal 1 et le terminal 2 qui est surtout utilisé par les employés car les passagers ne sont tout simplement pas au courant de son existence. Il existe un terme pour les 60 minutes qui suivent la fin de l'enregistrement, l'heure d'or. C'est le moment où statistiquement, les passagers dépensent le plus d'argent dans les magasins et les zones hors taxes de l'aéroport. Et le fait de placer les sièges les plus confortables de ces zones juste en face des magasins est une autre astuce pour t'attirer à faire du shopping. Admettons-le, s'asseoir dans un fauteuil confortable tout en regardant une enseigne ou une vitrine peut être tentant et c'est exactement ce que les aéroports veulent que tu ressentes. Si ton vol est surbooké et que tu ne peux pas prendre l'avion à l'heure prévue, ne te précipite pas pour accepter le premier bon qu'on te propose en guise de compensation. Normalement, les compagnies aériennes font monter les enchères jusqu'à ce qu'elles aient suffisamment de volontaires qui renoncent à leur place. Et si elles ne le font pas et que tu as été refusé involontairement, tu peux insister pour obtenir un remboursement en espèces à la place. En fonction du prix de ton billet et de l'heure de ton retard,
Tu pourrais avoir droit à un montant allant jusqu'à 1 300 €. La plupart des aéroports engagent des experts appelés profileurs. Ces personnes pratiquent ce qu'on appelle la spot, ou technique d'inspection des passagers. Par observation, ils analysent soigneusement les expressions faciales, les gestes et le comportement afin de détecter les personnes suspectes. Leur travail consiste à remarquer les signes non-verbaux d'anxiété, comme les personnes qui se mordent les lèvres, se démangent ou regardent beaucoup autour d'elles. Si un profileur remarque qu'une personne se comporte de manière étrange, il peut l'inviter à une inspection plus poussée, durant laquelle il va l'interroger pour essayer d'en savoir plus sur elle. Les profileurs travaillent à la fois dans les halls principaux et au contrôle des passeports. La question typique qu'ils posent est: quel est le but de votre visite? Ils vérifient ensuite la réaction de la personne à cette question. Peu importe à quel point un passager est réservé, s'il a quelque chose à cacher, les agents le découvriront grâce aux plus petits indices dans son attitude. Avant même que tes bagages ne montent dans l'avion, ils passent par 5 niveaux de sécurité. Et l'un d'entre eux, en plus de scanner le contenu, comprend un contrôle par un chien capable de renifler des produits chimiques dangereux. C'est bien connu, le nez d'un chien est bien plus puissant que celui de n'importe quel humain. En fait, les chiens distinguent les odeurs de 10 000 à 100 000 fois mieux que les gens. Pas étonnant que les aéroports profitent de ce super sens pour la sécurité et utilisent régulièrement ces chiens renifleurs pour détecter des substances suspectes. En plus, tu ne pourras même pas distinguer un chien de détection d'un chien normal. Contrairement aux chiens policiers, ceux qui travaillent dans les aéroports ne sont pas dressés pour effrayer ou intimider les gens. Les races de renifleurs les plus populaires sont les Golden Retriever, les Labradors et les Braques allemands. Charger ton téléphone à un endroit spécialement désigné peut sembler pratique, mais ce n'est pas forcément sans danger. Si la station de recharge ne te permet de brancher que ton cordon en USB, tu risques d'avoir un logiciel malveillant installé sur ton téléphone sans que tu t'en aperçoives. La seule façon sûre de charger ton téléphone ou ta tablette est de trouver une prise électrique murale et de l'utiliser avec ton propre chargeur. Il en va de même pour le Wi-Fi gratuit des aéroports. En dehors du fait que les aéroports te demandent le plus souvent de t'authentifier, quelqu'un peut facilement accéder à tes données lorsque tu utilises un hotspot Wi-Fi non protégé. Il est plus sûr d'utiliser tes données mobiles. Mais si tu dois absolument utiliser le Wi-Fi de l'aéroport, efface ou crypte toutes tes informations importantes sur ton appareil. Il peut être exaspérant de devoir sortir ton ordinateur portable de ta valise à chaque fois au contrôle de sécurité. Mais le personnel de l'aéroport a besoin de bien voir ton appareil pour s'assurer que rien n'est caché à l'intérieur. Sur l'écran d'un scanner à rayon X, un ordinateur portable ressemble à un objet semi-transparent avec un disque dur, un lecteur de CD et autres composants clairement visibles. Mais les agents de sécurité ne peuvent pas voir ce qui se trouve derrière certaines de ces pièces. Par exemple, une batterie dense est plutôt volumineuse. Les gens ont tendance à choisir la file de sécurité la plus proche d'eux. Si cette file s'avère être bondée, regarde simplement autour de toi après le contrôle des pièces d'identité et des billets. Tu verras peut-être un autre point de contrôle avec beaucoup moins de monde. Certains points de contrôle de l'aéroport sont situés aux confins du terminal et les passagers ne les remarquent pas. Faire une demande de pré-contrôle de sécurité peut être un grand gain de temps pour voyager à l'intérieur et à l'extérieur des États-Unis. Être membre de ce programme présente de grands avantages. Tout d'abord, le passage de la sécurité et du contrôle des passeports est plus rapide. Si tu as opté pour le pré-contrôle, tu n'auras pas à enlever tes chaussures, à retirer ta ceinture ou à placer des objets comme les liquides et ton ordinateur portable dans des bacs spéciaux. Si tu ne prends pas l'avion depuis ou vers les États-Unis, tu peux chercher des services similaires disponibles dans ton pays. Si tu voyages en classe économique, mais que tu n'aimes pas ça, d'ailleurs qui aime ça? Enregistre-toi en ligne et vérifie les options de siège environ 4 jours avant ton vol. C'est à peu près à ce moment-là que les compagnies aériennes commencent à surclasser les sièges et tu pourrais obtenir un surclassement en classe d'affaires pour une somme modique ou parfois même gratuitement. Tu peux aussi demander un surclassement lorsque tu es déjà à l'aéroport. La plupart des gens oublient cette possibilité ou s'en moquent tout simplement. Alors, tente ta chance. Si tu la vois dans la rue, tu te dis qu'une bouche d'incendie mesure environ 1 mètre de haut. Mais la taille réelle de ce dispositif, utilisé pour fournir de l'eau aux pompiers du monde entier, est 2 fois plus grande, si l'on compte le reste de la bouche d'incendie qui se cache sous terre. La plupart du temps, elles sont rouges, et ce n'est pas seulement une question de design urbain. Tout d'abord, elles doivent être de couleur vive et facilement identifiables, afin que les pompiers puissent les localiser rapidement en cas de besoin. Aux USA, le choix de la couleur dépend de la quantité d'eau que la bouche d'incendie peut contenir. Celle-ci peut parfois varier en fonction de l'endroit, mais voici la logique. Une bouche d'incendie rouge peut projeter 1890 litres d'eau par minute, tandis qu'une orange, au moins 3780 litres. Les vertes peuvent déverser 5680 litres d'eau par minute, et les plus grosses, de couleur bleue, peuvent généralement fournir plus de 5680 litres.
Salut, fan de bowling. Ça ne t'énerve pas que ta boule de bowling se fissure? Il s'avère que la plupart d'entre elles peuvent s'abîmer à cause d'un mauvais stockage ou de pics de température. Maintenant, soyons nets. Puisqu'elle est déjà un peu cassée, tu n'es pas curieux de savoir ce qu'il y a à l'intérieur de ta boule? Parce que moi, oui. Jetons-y un coup d'œil. Le noyau interne de la boule est composé principalement d'oxyde métallique en poudre, comme l'oxyde de calcium ou de fer. On les mélange avec de la résine et un catalyseur pour durcir le tout. Ainsi, la forme d'ampoule que tu vois maintenant à l'intérieur de la boule est en fait sa partie la plus lourde. Elle influence aussi la façon dont la boule de bowling tourne lorsqu'elle traverse la piste. Il en va de même pour les bombes de peinture. Lorsque tu la secoues, elle fait un bruit bizarre. Mais quelle est cette chose à l'intérieur? Il s'agit d'un petit poids, qui est censé maintenir le mélange de peinture en place et conserver sa forme. Il est généralement fabriqué en plastique, en métal ou en céramique. Il sert essentiellement de fouet pour s'assurer que la peinture soit bien mélangée avant de l'appliquer sur la surface de ton choix. Tu t'es déjà demandé comment les bouteilles de boissons gazeuses gardaient si longtemps ce pétillement si rafraîchissant? Eh bien, elles ont un petit joint en plastique fixé au couvercle. Il est installé ici pour empêcher le gaz de s'échapper et que la boisson devienne plate. Même si tu la secoues dans ton sac toute la journée. En parlant de choses que l'on utilise quand il fait très chaud, attends, ne mets pas encore ta casquette. Regarde-la un instant et tu remarqueras qu'il y a un petit bouton tout en haut. Il sert à quelque chose ou il est juste là pour faire joli? Certains prétendent qu'à l'époque où les gens ont commencé à utiliser de telles étoffes pour se couvrir la tête, ce bouton servait bien à quelque chose. Comme il se trouve au-dessus de la casquette, là où tous les morceaux de tissu se rejoignent, le bouton supérieur aide à maintenir la couronne de la casquette en une seule pièce. Aujourd'hui, grâce aux projets récents en matière de conception de tissus et de motifs, ce bouton est plutôt devenu un élément esthétique. Il sert à couvrir la partie où se joignent tous les morceaux de tissu. Ta casquette n'a peut-être aucun bouton, mais tu ne penses pas qu'elle est plus chouette avec? Les disques de coton ont deux faces. Et si tu prends le temps de les regarder attentivement, tu verras qu'elles ont des textures différentes. Au cas où tu te demanderais pourquoi, le côté avec la texture sert à mettre le maquillage et le côté plat sert à l'enlever. Amateur de livres, ceci est pour toi. Les jaquettes qui accompagnent de nombreux livres à couverture rigide ne sont pas seulement destinées à embellir le livre. Elles peuvent aussi servir de marque-page. Il suffit de replier les pages que tu as déjà lues sous l'intérieur de la jaquette, et voilà. La prochaine fois que tu prendras ta chemise préférée, jette un coup d'œil à la boutonnière du haut. Elle doit être cousue horizontalement, alors que toutes les autres sont verticales. Il s'avère que la chemise de ville a été conçue de cette façon puisque le premier et le dernier bouton sont les premiers qui se déboutonnent pendant la journée. Ils ont donc modifié le sens de la boutonnière pour que la chemise reste bien ajustée avant que tu sois prêt à l'enlever. De nos jours, nous avons tellement de versions différentes de ce dessert incroyable qu'il est difficile d'imaginer que nous ayons pu vivre sans lui. Tu peux trouver pratiquement partout des types différents de cookies aux pépites de chocolat, dans des glaces ou même dans des gâteaux. Mais ce célèbre cookie a seulement vu le jour en 1930. L'histoire veut qu'une femme nommée Ruth Grave Wakefield préparait des cookies au chocolat en attendant l'arrivée de ses invités. Très vite, elle s'est aperçue qu'elle n'avait plus de chocolat de pâtisserie, un ingrédient essentiel pour préparer des biscuits classiques. Pour remédier à cette situation, elle a acheté une tablette de chocolat mi-sucré en se disant qu'il finirait par se répartir uniformément dans la pâte compte tenu de la chaleur du four. Les choses ne sont pas forcément passées comme elle l'avait prévu. Mais tant mieux, car c'est ainsi qu'elle a inventé ce dessert moderne dont nous ne pouvons plus nous passer. Et en parlant de snacks populaires, les chips sont encore plus jeunes que les cookies aux pépites de chocolat. Du moins d'un point de vue historique. Il existe de nombreuses histoires qui essayent d'expliquer comment elles ont été inventées. L'une d'entre elles est la suivante. Un chef cuisinier nommé George Crumb, basé à New York, a créé les chips en 1953. Il a voulu essayer une nouvelle méthode de cuisson lorsqu'un de ses clients s'est plaint de ses frites. Il disait qu'elles étaient trop épaisses et un peu molles. Crumb a alors imaginé des pommes de terre finement tranchées et frites jusqu'à ce qu'elles soient brunes. Les gens ont adoré ce plat et ont accueilli à bras ouverts cette toute première fournée de chips. De la glace, quelqu'un ? Si l'histoire est vraie, en 1904, lors de l'exposition universelle de Saint-Louis, un marchand de glace n'avait plus de coupe pour y servir sa spécialité. Il a donc confectionné une gaufre en forme de cône et le reste appartient désormais à l'histoire. D'accord, je l'admets, des produits semblables au chewing-gum existent depuis la Grèce antique. Donc cette découverte n'est pas particulièrement révolutionnaire. Mais le chewing-gum que nous achetons aujourd'hui est apparu à la fin des années 1800. Un inventeur américain du nom de Thomas Adams a voulu mélanger différents produits chimiques pour créer du caoutchouc synthétique. Il a tenté, et raté par ailleurs, d'exploiter les propriétés du chiclet pour son expérience, mais a fini par créer cette délicieuse friandise. Aujourd'hui encore, on utilise le chiclet pour produire un certain nombre de chewing-gums.
Dans les années 1800, un homme du nom de Jean-Baptiste Joly travaillait dans l'industrie textile, en tant que fabricant de tissus. La découverte de l'invention suivante, que nous utilisons beaucoup de nos jours, a un peu à voir avec lui et davantage à voir avec sa femme de chambre. L'histoire raconte que la femme aurait renversé par accident une lampe à kérosène sur une nappe. Au lieu de s'énerver en voyant le tissu abîmé, Joly a remarqué que la substance avait en fait nettoyé le tissu. Tu as déjà compris? Oui, c'est ainsi qu'est née l'idée du tout premier pressing. Un accident très propre, si je peux me permettre. Maintenant, j'adore celui-ci. Tu savais que les allumettes s'appelaient à l'origine Friction Lights? C'est en tout cas le nom que leur inventeur, un chimiste nommé John Walker, leur a donné en 1826. Un jour, il a gratté un bâton enduit de produits chimiques sur sa cheminée par pur hasard et s'est rendu compte qu'il s'enflammait et créait des étincelles. Fabriquées à l'origine en carton, elles ont ensuite été conçues à partir de tiges de bois et de papier de verre. Dans les années 1940, un homme nommé Harry Coover est tombé sur une formule chimique qui semblait adhérer à tout ce qu'elle touchait. La communauté scientifique de l'époque ne s'est pas beaucoup penchée sur la question, car la formule ne semblait pas avoir beaucoup d'applications à l'époque. Ce n'est qu'en 1951 qu'il s'est penché un peu plus sur la formule et a décidé de la réutiliser, avec un autre chercheur d'Eastman Kodak nommé Fred Joyner. Ils ont utilisé un nom complet, composition d'adhésif à base de cyanacrylate de méthyle, mais tu dois la connaître sous la version plus courte, la superglue. Elle a tellement d'usage en matière de sécurité de nos jours qu'il est difficile de croire que nous ne l'ayons pas inventée exprès. En 1903, un scientifique nommé Edward Benedictus a fait tomber un flacon par accident. En regardant par terre, il a été stupéfait de voir que la bouteille s'était légèrement fendue, mais avait conservé sa forme. Il s'attendait à ce qu'elle se brise en 1000 morceaux. Intrigué par cette particularité méconnue jusque-là, il s'est penché sur la question et a découvert que ce qui maintient le verre en place était une substance, nitrate de cellulose, qui recouvrait l'intérieur du verre. C'est ainsi que l'humanité a découvert le verre de sécurité. Les ouvriers des chantiers de construction et de la voirie sont généralement habillés en orange car cette couleur est visible même par mauvais temps. C'est la couleur la plus efficace pour attirer l'attention et alerter les gens. Pas étonnant que de nombreux gilets de sécurité et cônes de signalisation soient également orange. Le panneau stop a une forme à 8 côtés pour aider les conducteurs à le reconnaître facilement, même s'ils le voient de dos. Et lorsque les panneaux n'étaient pas encore réfléchissants, la forme octogonale empêchait les conducteurs de confondre le panneau stop avec n'importe quel autre la nuit. Les bandes rugueuses sur les côtés de la route sont placées là pour alerter les conducteurs qui s'assoupissent au volant. Lorsque les pneus passent sur ces bandes, le bruit et les vibrations fonctionnent comme un réveil. Il existe des verrous magnétiques sur les pompes à carburant dans les stations-service, au cas où quelqu'un partirait avec le pistolet à essence toujours attaché à son réservoir. Dans ce cas, le verrou détache le tuyau automatiquement. L'essence forme un arc-en-ciel dans une flaque d'eau car elle ne peut pas se mélanger à l'eau. Elle forme une fine membrane par-dessus. Lorsque la lumière se reflète sur elle et sur l'eau en même temps, tu obtiens un arc-en-ciel. La triple poignée d'un jerrycan est là pour permettre à 2 personnes de le porter plus facilement et de répartir le liquide de manière uniforme. Les bidons d'essence ont souvent un deuxième trou qui doit aussi être débouché avant de verser le liquide. Le passage d'air l'empêchera de se renverser et donc d'en gaspiller. La plupart des bidons d'essence ont 2 trous avec des bouchons, un plus grand et un plus petit. Tu es censé déboucher le plus petit trou avant de verser le liquide par le plus grand. Cela empêchera le liquide de glouglouter et de se répandre sur tes vêtements et sur le sol. Un autre petit truc que nous négligeons souvent est la pointe de bouchon d'une pommade. La plupart des tubes sont généralement scellés avec un film plastique ou une feuille d'aluminium et l'ouvrir avec tes ongles n'est pas la meilleure idée. La pointe sur le bouchon permet d'ouvrir facilement même le tube le plus fermement scellé. Tu peux utiliser la plupart des tournevis avec une clé à molette pour créer plus de couple. Il suffit de placer la clé à molette sur la poignée du tournevis. De cette façon, tu auras besoin d'appliquer beaucoup moins de force qu'habituellement. Tu pourras aussi atteindre plus facilement des zones difficiles d'accès. Des caméras sont installées dans les magasins, les banques et les hôpitaux pour tout surveiller. Si quelque chose arrive, tu peux appeler la police ou les secours. La caméra aide à résoudre beaucoup d'affaires. Alors pourquoi n'y a-t-il pas de caméra dans les avions ? L'équipage maintient l'ordre dans l'avion, mais ils ne pourront rien faire si quelque chose de grave se produit. De plus, il n'y a nulle part où se cacher dans un avion. Pendant le vol, les caméras sont inutiles. Et après le vol, les témoignages des passagers fonctionnent aussi bien que des caméras. Alors, si les caméras ne servent à rien, pourquoi dépenser de l'argent pour elles ? L'eau est très facile pour nettoyer parce qu'elle a des molécules triangulaires composées d'un atome d'oxygène et de 2 atomes d'hydrogène.
d'où le H2O. Ces molécules ont des charges légèrement différentes sur leur côté opposé, un peu comme des aimants. C'est pourquoi l'eau s'attache facilement à d'autres molécules, y compris celles qui composent la saleté. Beaucoup de maisons individuelles ont des toits de forme triangulaire, car cela permet à la pluie, à la neige et aux feuilles mortes de glisser sur la pente. Si toutes ces choses s'empilaient sur le toit de ta maison, un jour, ils pourraient s'effondrer. Lorsqu'une tempête approche, les nuages semblent devenir sombres. Mais ce n'est qu'une illusion. Les nuages fins d'une journée ensoleillée laissent facilement passer la lumière. Ils diffusent aussi toutes les couleurs du spectre lumineux. Cela nous fait percevoir les nuages comme étant blancs. Plus les nuages sont épais et contiennent de gouttelettes d'eau, moins ils laissent passer la lumière et plus ils paraissent sombres. Une bonne poignée de porte est faite en laiton, en bronze ou dans certains alliages de cuivre. Ces métaux ont un effet anti-germe. Les bactéries se propagent beaucoup plus lentement sur eux. Ils se débarrassent aussi des microbes assez rapidement, en quelques heures. Mais ça ne veut pas dire que tu ne dois pas te laver les mains. Les diamants ont des formes symétriques pour te montrer leur brillance. Au départ, ces pierres précieuses ne sont pas si belles. Elles passent par plusieurs étapes de taille et deviennent ensuite des pièces d'élégance. La plupart de ces pierres ont une forme ronde avec des coins légèrement pointus. C'est dans cette forme que les diamants brillent le plus. Pourquoi y a-t-il 2 trous dans une prise électrique? Le trou de gauche est chargé négativement, le trou de droite est chargé positivement. Et l'espace en dessous est la terre. L'électricité doit circuler dans le circuit. Le courant part du trou positif, traverse le chargeur de ton téléphone, par exemple, puis passe par le trou négatif. Tu t'es déjà demandé à quoi servait la petite poche de ton jean? Les gens avaient l'habitude de porter des montres à gousset. La petite poche était prévue à cet effet. Aujourd'hui, plus personne ne porte ce genre de montre, mais la poche est restée. Et tu peux y glisser des petits objets comme une bague. À Londres, il y a des poteaux qui ressemblent un peu à des lampadaires, mais ils n'ont pas d'ampoule. Leur nom officiel est tuyaux puants, et ils appartiennent à l'histoire aujourd'hui. Mais ils étaient très utiles au 19e siècle. Ces poteaux creux évacuaient l'air et les gaz explosifs malodorants pour éviter, disons, des conséquences indésirables. La plupart des ciseaux de cuisine ont des dents métalliques ressemblant à des pinces au milieu entre les poignets. Elles peuvent t'aider à casser des noix, des carapaces de crabe et d'autres produits durs. Tu peux aussi t'en servir pour ouvrir des bocaux et des bouteilles ou enlever les tiges des herbes. Le cuir a souvent l'air terne à l'œil, car il est couvert de minuscules rayures et d'éraflures. Elle disperse la lumière qui frappe le matériau. Lorsque tu enduis tes chaussures d'une couche de cire, tu combles ces minuscules crevasses. La surface devient plus lisse et les rayons de lumière y rebondissent de manière plus uniforme. C'est pourquoi le cuir prend alors une teinte plus brillante. Les surligneurs sont remplis d'une encre fluorescente semi-transparente spéciale qui peut briller dans une faible lumière. Les teintes jaune et vert clair sont les plus populaires car elles n'empêchent pas de voir le texte après une photocopie en noir et blanc. Les photocopieurs perçoivent les marques jaune et vert clair comme très pâles et ne les impriment pas. On fabrique des aimants en forme de fer à cheval car cela augmente la force magnétique. Les couleurs ont aussi leur importance. La partie bleue indique le pôle sud et la partie rouge le pôle nord. Les 2 pôles fonctionnent simultanément et augmentent la force d'attraction. Le trou d'1 centimètre de diamètre dans les portes d'un ascenseur est une serrure. Si les portes sont bloquées, un opérateur peut les ouvrir manuellement en insérant une clé spéciale dans le trou. Quant aux minuscules trous dans les hublots des avions, ils sont là pour équilibrer la pression de l'air. Le hublot est composé de 3 couches. La vitre extérieure est extrêmement solide. Elle peut résister aux différences de pression d'air pendant le décollage et l'atterrissage. La vitre intérieure, qui est la plus proche de toi, est faite de matériaux moins coûteux. Elle permet d'éviter tout dommage potentiel à la fenêtre. Le trou lui-même se trouve dans la vitre centrale. Il permet non seulement d'équilibrer la pression, mais aussi d'éviter que la fenêtre ne s'embute. Les brosses des escaliers mécaniques sont là pour ta sécurité. Elles t'empêchent de t'approcher trop près du bord de l'escalator. Ainsi, tes vêtements ou lacets ne se retrouveront pas coincés entre les marches. Tu vois le soleil en jaune ou en orange parce que l'atmosphère de notre planète disperse des couleurs comme le bleu, le vert et le violet. C'est aussi pourquoi le soleil a l'air plus chaud au lever et au coucher du soleil. Si tu vas au magasin pour acheter des oranges, tu les trouveras sûrement dans un filet rouge. C'est du pur marketing. Et cette couleur n'est pas un choix aléatoire. Lorsqu'elles sont emballées dans un filet à mailles rouges, les oranges semblent plus oranges, plus juteuses et plus attrayantes. Donc tu es plus susceptible de les acheter. Les citrons sont généralement vendus dans des filets à mailles vertes pour la même raison. Si on les emballait dans du rouge, ils apparaîtraient plus oranges.
Le vert va mieux avec le jaune et fait donc davantage ressortir la couleur des citrons. Les fabricants de matelas produisent un nombre limité de matelas différents et la seule façon de les rendre différents est d'inventer un motif de couture fantaisiste. 2 matelas de 2 entreprises différentes peuvent être exactement de la même qualité mais coûter un prix différent. La plupart des gens ne le sauront jamais et croiront que des motifs différents indiquent une qualité différente. Donc, lors de ton achat, ne te soucie pas du motif. Presque tous les hôtels ont des draps de lit blancs. Ils choisissent cette couleur spécifiquement pour montrer à quel point leurs normes de propreté sont élevées. Plus les draps sont blancs et brillants, plus l'hôtel semble haut de gamme. Il est beaucoup plus facile de voir la saleté et les taches sur du linge blanc. C'est une preuve que ta chambre a été faite.